Ma femme m'a remis les papiers du divorce pour me détruire, mais je suis arrivé en Corvette Z06. Je les lui ai rendus signés, et je lui ai demandé, « Alors, c'est quoi ton plan maintenant ?» Ma jolie? Elle m'a tendu les papiers du divorce, avec le sourire. Elle avait déjà emménagé avec son petit ami, un promoteur immobilier. J'ai tout perdu, ma femme, mon travail, ma réputation. Puis, j'ai trouvé quelque chose d'enterré dans la forêt, et cela a changé la donne. Aujourd'hui, je suis de retour, et elle est sur le point de découvrir, à ses dépens, ce qu'est une véritable erreur. Je m'appelle Daniel Harrison. J'ai 48 ans. Et, jusqu'à ce matin-là, je pensais avoir construit quelque chose de solide. 23 ans de mariage. Des fils jumeaux, Léo et Noah, tous deux en 3e année à l'université Duke. Une maison de 4 chambres à Greenville, en Caroline du Sud. Avec une hypothèque presque remboursée. Je dirigeais la pharmacie Sullivan, en centre-ville. Le genre d'endroit où les gens connaissaient votre nom, et prenaient des nouvelles de votre famille. Respectable, stable, sûr. C'est du moins ce que je me disais. Bref, ce matin-là, Jen s'est assise en face de moi, les mains croisées sur la table. Comme si elle s'apprêtait à diriger une réunion d'affaires. Elle avait toujours été belle, même à 46 ans, avec cette silhouette athlétique. Qu'elle entretenait grâce à ses joggings quotidiens. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, en queue de cheval. Et elle portait un pantalon de yoga, ainsi qu'un haut ajusté. Qui coûtait probablement plus cher que ma tenue tout entière. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien qu'au fond de moi, une part de moi le sut déjà. Les papiers du divorce, a-t-elle répondu. Sa voix était posée, presque répétée à l'avance. J'y réfléchis depuis longtemps, Dan. Ça ne marche plus entre nous. J'ai fixé l'enveloppe, mon café refroidissant dans ma main. 23 ans, réduit à des documents juridiques. Ça ne marche plus pour qui? Pour moi. Elle n'a pas détourné le regard, n'a pas scié. Je vois quelqu'un d'autre. Il s'appelle Kyle Anderson. Il est promoteur immobilier. Ces mots auraient dû me frapper, comme un train de marchandises, mais au lieu de cela. Ils m'ont paru lointains, comme si elle décrivait quelque chose, qui arrivait à quelqu'un d'autre. Peut-être que, inconsciemment, je le savais. Peut-être que j'avais été trop à l'aise, pour y regarder de trop près. Depuis combien de temps, ma voix est sortie, plate et sans émotion. 8 mois. 8 mois. Pendant que je faisais des semaines de 60 heures à la pharmacie. Jonglant avec les compagnies d'assurance. Et les clients âgés qui n'avaient pas les moyens de se payer leurs médicaments, Jen, elle, se construisait une toute autre vie. 8 mois de mensonges. 8 mois à rentrer à la maison, pour retrouver une femme qui m'embrassait pour me dire bonne nuit. Tout en pensant à un autre. Je vais emménager avec lui, a-t-elle poursuivi, comme si l'on discutait de projets de vacances. Il a un appartement en centre-ville. Avec vue sur le fleuve. Les papiers sont simples. Tu gardes la maison, les voitures? Tout. Je veux juste partir. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la rage, ou peut-être un immense chagrin. Mais, assis là, dans cette cuisine où nous avions partagé des milliers de repas. Où nous avions fêté les remises de diplômes des garçons, et planifié nos vacances en famille. Je me sentais juste engourdi, vide. Est-ce que Kyle sait que tu es marié, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Il s'est montré patient. Nous sommes prêts à commencer notre vie ensemble. Patient, comme s'il méritait une médaille, pour avoir attendu qu'elle trouve le moyen de me quitter. J'ai ouvert l'enveloppe, les papiers étaient impeccables, et tout ce qu'il y a de plus officiel. Demande de dissolution de mariage. Mes mains n'ont pas tremblé, pendant que je les feuilletais. Peut-être que cela aurait dû m'inquiéter, ce manque de réaction, mais surtout. Je me sentais fatigué. Je les signerai, ai-je fini par dire, mais j'ai besoin de quelques jours. Jen s'est levée, le soulagement se lisant sur son visage. Je te remercie d'être raisonnable à ce sujet. Raisonnable, comme s'il y avait quoi que ce soit de raisonnable.
Dans le fait que votre femme annonce calmement qu'elle vous trompe depuis 8 mois. Avec un promoteur immobilier, pendant que vous vous tuez à la tâche. Pour assurer le confort de votre famille. Elle a quitté la cuisine, et je suis resté là, seul. Fixant les papiers qui allaient mettre fin à mon mariage. Dehors, le soleil matinal était brillant et joyeux. Totalement indifférent au fait que ma vie entière venait, tout simplement, d'imploser. Je l'ignorais à ce moment-là, mais cette enveloppe n'était que le début. Le plus difficile, quand on perd son mariage, ce n'est pas le moment où il s'arrête. C'est de se rappeler comment il a commencé. J'ai rencontré Jennifer Walsh, dans un cours de chimie à l'université communautaire. Quand j'avais 23 ans. Elle en avait 21, étudiait l'administration des affaires, et elle avait cette façon de rire. Qui donnait l'impression à tout le monde autour d'elle, de partager une blague privée. Moi, j'étais le garçon sérieux, travaillant déjà à temps partiel dans une pharmacie. Tout en terminant mon diplôme. Elle m'appelait sa prise de terre, disait que je l'empêchais de s'envoler. Nous nous sommes mariés 6 mois après l'obtention de mon diplôme, lors d'une petite cérémonie. Dans l'église de ses parents. Rien d'extravagant, mais cela semblait vrai, cela semblait permanent. 1 an plus tard, les jumeaux sont arrivés, et soudain. Nous vivions dans un appartement d'une chambre, avec 2 nourrissons en pleurs. Et environ 3 heures de sommeil à nous partager. Ces premières années ont été dures. Je faisais des doubles gardes pour nous maintenir à flot, pendant que Jen restait à la maison. Avec Léo et Noah. L'argent a toujours été un problème, mais nous construisions quelque chose. Du moins c'est ce que je croyais. Chaque promotion que je refusais, parce qu'elle impliquait un déménagement. Je la vivais comme un sacrifice pour la famille. Chaque week-end passé à aider à la petite ligue de baseball. Au lieu de jouer au golf avec mes collègues, me semblait être un investissement. Dans ce que nous créions ensemble. Avant, Jen amenait les garçons à la pharmacie après l'école. Léo organisait le présentoir de bonbons, pendant que Noah me bombardait de questions. Sur les médicaments. Ils s'asseyaient au comptoir de consultation, pour faire leurs devoirs. Pendant que je préparais les ordonnances. Et Jen m'apportait un café, et m'embrassait sur la joue, avant de partir faire des courses. Quand est-ce que cela s'est arrêté? Quand a-t-elle cessé de me regarder, comme si je comptais à ses yeux? Je suis resté assis à la table de la cuisine, pendant des heures après son départ. Les papiers du divorce, toujours intacts. La maison était silencieuse, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été. Même avec les garçons partis à l'université, il y avait toujours eu un bruit de fond. Jen au téléphone avec des amis, de la musique qui jouait, le bourdonnement de l'activité. Maintenant, il n'y avait plus que le silence, et le tic-tac de l'horloge grand-père. Dans le couloir. Mon téléphone a sonné. C'était Jerry Caldwell, mon directeur adjoint à la pharmacie. « Salut patron », a dit Jerry, son ton joyeux habituel ayant soudainement quelque chose d'agaçant. « Je vérifie juste l'emploi du temps de demain. On a bien cet audit qui approche, non ? » J'ai réussi à articuler, « J'arriverai tôt. » « Vous allez bien ? Vous avez l'air bizarre. » J'ai failli lui dire, j'ai failli lâcher que ma femme me trompait depuis 8 mois. Et venait de me demander le divorce. Mais à quoi cela aurait-il servi ? Jerry travaillait pour moi depuis 12 ans, c'était un bon ami. Mais ce n'était pas le genre de choses que l'on déballe à quelqu'un, à 9 h un samedi soir. Juste fatigué, ai-je répondu à la place. On se voit lundi. Après avoir raccroché, j'ai enfin pris les papiers du divorce, et je les ai lus attentivement. L'avocat de Jen avait été minutieux. Elle ne demandait pas de pension alimentaire, n'essayait pas de partager les comptes de retraite. Ou de se battre pour les biens. Elle voulait juste partir, proprement et simplement. Presque trop simplement, comme si elle préparait cela, depuis bien plus longtemps que 8 mois. L'expression « différends irréconciliables » apparaissait à plusieurs reprises. Voilà à quoi se résumaient 23 ans. Pas d'infidélité, pas de trahison, juste des différends qui, apparemment, ne pouvaient être réconciliés. J'ai pensé à appeler les garçons, mais que pourrais-je bien leur dire ?
Que leur mère avait troqué notre stabilité pour l'appartement en centre-ville d'un promoteur? Que pendant qu'ils se concentraient sur leurs examens partiels et leur vie étudiante, notre famille était en train de se dissoudre? Non, cette conversation pouvait attendre, le temps que je trouve comment l'expliquer, sans passer pour un raté absolu. Au lieu de cela, j'ai sorti mon ordinateur portable. Et j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai fait des recherches sur Kyle Anderson, promoteur immobilier. Le site web de son entreprise affichait des photos sur papier glacé de condos de luxe et de propriétés commerciales. Il était là, dans la section « À propos », 43 ans, carrure athlétique, sourire parfait. Avec l'allure d'un homme tout droit sorti d'une publicité pour de l'eau de Cologne. C'était l'homme que ma femme avait choisi, à ma place. J'ai fermé l'ordinateur, et je suis resté assis dans le noir, me demandant où tout avait pu déraper à ce point. Le dimanche matin est arrivé trop vite. J'avais à peine dormi, les papiers du divorce reposant toujours sur la table de la cuisine. Telle une bombe non explosée. Mais je ne pouvais pas repousser l'inévitable plus longtemps. Les garçons méritaient d'apprendre la nouvelle de ma bouche. Pas par un texto de leur mère, ou par les ragots filtrant parmi les amis de la famille. J'ai d'abord appelé Léo. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix endormie. « Papa, il est à peine 9 heures. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix stable. « J'ai besoin de vous parler, à toi et à ton frère, de quelque chose d'important. » « Est-ce que Noah est avec toi ?» ?»« Il est dans sa chambre. »« Papa, tu me fais peur. Il y a quelqu'un de malade ?»« Personne n'est malade. Peux-tu aller chercher Noah ? Mets-moi sur haut-parleur. » Il y a eu des bruits de pas. Puis, la voix de Noah s'est mêlée à la sienne. « Papa, de quoi s'agit-il » Il n'y avait pas de façon douce de le dire. Aucun moyen d'atténuer le choc. « Votre mère et moi allons divorcer. Elle voit quelqu'un d'autre depuis 8 mois. Elle quitte la maison. » Un silence. Puis Léo a pris la parole, la voix tendue. « Comment ça, elle voit quelqu'un d'autre ? Elle a une liaison avec un homme. Qui s'appelle Kyle Anderson. Elle me l'a annoncé hier matin. Les papiers sont déjà prêts. » « C'est de la folie, » a dit Noah, et je pouvais entendre la colère monter. 8 mois ? Elle nous a menti à tous, pendant 8 mois. Je suis désolé que vous ayez à entendre cela, les garçons. Je sais que ce n'est pas. Ça va, papa ? L'a interrompu Léo, et quelque chose dans sa voix a brisé l'engourdissement que je ressentais depuis la veille. Ça ira, ai-je répondu, bien que je n'en fusse pas tout à fait convaincu. Pour l'instant. J'ai besoin que vous vous concentriez sur vos études. Cela ne change rien à l'amour que nous vous portons tous les deux. Qu'elle nous porte, le ton de Noah était tranchant. Elle fait exploser notre famille, pour un type au hasard. En quoi est-ce de l'amour ? Je n'avais pas de réponse à lui donner. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Les garçons me posaient des questions, auxquelles je ne pouvais pas répondre pleinement. Pourquoi ? Depuis quand le savais-je ? Y avait-il une chance de réconciliation ? Chaque question était comme une blessure fraîche, me rappelant à quel point Jen avait, de bout en bout, démantelé ce que nous avions construit. Quand nous avons finalement raccroché, je suis resté là, me sentant complètement vidé. Mes fils souffraient, et il n'y avait rien que je puisse faire, pour arranger les choses. Le reste du dimanche s'est écoulé dans un flou total. J'ai signé les papiers du divorce, avec un stylo qui me semblait bien trop léger. Pour une décision aussi lourde. Jen est passée dans l'après-midi, pour récupérer d'autres affaires. Et nous nous sommes croisés comme des étrangers, prenant soin de ne pas nous regarder. Ni de nous frôler par accident. Le lundi matin, je me suis traîné jusqu'à la pharmacie Sullivan. Jerry m'a jeté un seul regard, et a froncé les sourcils. « Patron, vous avez une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai entraîné dans mon bureau, et je lui ai tout raconté.
Le visage de Jerry est passé par toute une série d'expressions, le choc, la colère, la compassion, avant de s'arrêter sur une sombre détermination. C'est dur, Dan. Vraiment dur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. J'ai besoin de travailler, ai-je dit. J'ai besoin de m'occuper l'esprit. Butward travel fast in small towns. Dès le mardi après-midi, Madame Henderson, l'une de nos clientes régulières, m'a lancé un regard de pitié, lorsque je lui ai remis ses médicaments, pour la tension artérielle. Le mercredi, j'ai remarqué que les gens chuchotaient, lorsque je marchais dans les allées. Puis, le jeudi matin, mon patron, Martin Sullivan, m'a convoqué dans son bureau. Il avait 72 ans, possédait la pharmacie depuis 40 ans. Et la dirigeait selon des valeurs de l'ancienne école. Dan, nous devons parler de votre situation, m'a-t-il dit, sans croiser mon regard. Ma situation ? Votre divorce. C'est devenu de notoriété publique. Plusieurs clients ont exprimé des inquiétudes concernant les valeurs familiales que nous représentons ici. Je l'ai dévisagé, n'en croyant pas mes oreilles. Martin, c'est moi qui ai été trompé. C'est moi la victime, ici. Il s'est agité, mal à l'aise. Je le comprends bien. Mais l'image compte, dans ce secteur. Nous nous adressons à des familles. À des groupes paroissiaux. Avoir un directeur qui traverse un divorce houleux. Ça donne une mauvaise image de l'établissement. Est-ce que vous me renvoyez? Je suggère que vous preniez un peu de temps. Un congé sans solde. Laissez les choses se tasser. Ensuite, nous pourrons réévaluer la situation. Ces mots m'ont frappé, comme un coup de poing. 22 ans que j'avais consacrés à cette pharmacie. 22 ans de longues journées, à remplacer au pied levé ceux qui se portaient malades. À nouer des relations avec les clients, et voilà qu'on me poussait vers la sortie. Parce que ma femme avait eu une liaison. Je vais vous épargner ce problème, ai-je dit, en me levant. Je démissionne. Martin a eu l'air soulagé. Dan, ne soyez pas impulsif. Je ne suis pas impulsif. Je suis lucide. Si ma loyauté, et mon éthique de travail, signifie si peu, que vous êtes prêt à me renvoyer pour quelque chose que je n'ai pas fait, alors je ne veux plus travailler ici. J'ai vidé mon bureau en 10 minutes. Jerry me regardait, plein de compassion, pendant que j'emballais mes affaires dans une boîte en carton. Quitter cette pharmacie, c'était comme perdre un autre morceau de mon identité. Mais j'ai refusé de les laisser me voir craquer. Sur le parking, je me suis assis dans ma voiture. Et j'ai pris conscience de toute l'ampleur de ce que Jen m'avait pris. Mon mariage, ma réputation, et maintenant, mon travail. Mais je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Loin de là. Le samedi matin, je me suis réveillé sans emploi, sans femme. Et sans la moindre idée de ce qui m'attendait. La maison me semblait étouffante. Chaque pièce était remplie de souvenirs, que je ne voulais pas affronter. J'avais besoin de sortir, de me vider la tête. De faire quelque chose qui n'impliquait pas de rester assis, à m'apitoyer sur mon sort. J'avais toujours été passionné par le géocaching, un passe-temps que j'avais adopté. Il y a des années, quand les garçons étaient plus jeunes. Il y avait quelque chose de satisfaisant, à suivre des coordonnées, à résoudre des énigmes. Et à trouver des boîtes cachées, devant lesquelles la plupart des gens passaient. Sans rien remarquer. C'était méthodique et distrayant, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai attrapé mon GPS, et mon détecteur de métaux, je les ai jetés dans mon pick-up. Et j'ai pris la route pour la forêt nationale de Pisgah, à environ 1 heure de Greenville. Il y avait une cache particulièrement difficile, que je voulais trouver depuis un moment. Une cache qui était là depuis le début des années 2000. D'après les journaux de bord en ligne, le sentier était escarpé et rocheux, serpentant à travers une forêt dense. Au mois de mai, dans les montagnes, tout était vert, et débordant de vie. Les oiseaux chantaient au-dessus de ma tête, l'odeur du pin, et de la terre humide emplissait mes poumons. Pour la première fois depuis des jours,
j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Les coordonnées m'ont conduit vers un groupe de vieux chênes, près de Small Creek. J'ai passé 20 minutes à fouiller les endroits évidents. Des troncs creux, des tas de pierres, des racines d'arbres. Avant que le détecteur de métaux ne se mette à biper avec insistance. Près de ce qui ressemblait à un mur de pierre effondré, provenant probablement d'une ancienne ferme. J'ai balayé les feuilles et la terre, m'attendant à trouver une boîte de géocaching. Au lieu de cela, mes doigts ont heurté quelque chose de dur et de métallique. Intrigué, j'ai creusé plus profondément, dégageant des décennies de terre et de débris. C'était une boîte en métal, d'environ 25 cm de côté, lourde et rouillée. Mais intacte. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ce n'était pas un géocache. C'était tout autre chose. Je l'ai rapporté à mon pick-up, l'esprit en ébullition. La boîte avait un loquet simple, corrodé, mais toujours fonctionnel. À l'intérieur de mon véhicule, je l'ai ouverte délicatement. L'intérieur était doublé d'un tissu huilé, et, niché au milieu, se trouvaient 12 pièces de monnaie. De grands cents, chacun conservé dans un état remarquable. Je n'y connaissais pas grand-chose en pièces, mais même moi. Je pouvais voir qu'elles étaient anciennes, et potentiellement précieuses. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à faire des recherches. Sur les grands cents frappés entre 1793 et 1857. Certaines des pièces américaines les plus rares, en particulier en si bon état. Celle qui a attiré mon attention, était datée de 1793, avec un motif de chêne au revers. D'après ce que je lisais. Cette pièce en particulier, un chêne 100 de la première année de la monnaie américaine, pouvait valoir des centaines de milliers de dollars. Si elle était en parfait état. Et celle-ci avait l'air parfaite. Ma main tremblait, pendant que je photographiais chaque pièce, documentant chaque détail. 12 grands cents. Chacun valant potentiellement une fortune. La plus ancienne datait de 1793, la plus récente de 1857. Ensemble, elles pouvaient représenter une somme d'argent, capable de changer une vie. Je suis resté là, dans mon pick-up, fixant les pièces étalées sur mon siège passager. Et, pour la première fois depuis que Jen m'avait tendu ses papiers de divorce, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. J'ai ressenti de l'espoir. De retour chez moi, j'ai enfermé les pièces dans mon coffre-fort. Et j'ai passé le reste de la soirée à faire des recherches. Plus j'apprenais de choses, plus je devenais enthousiaste. Ces pièces n'étaient pas seulement précieuses. C'étaient des spécimens dignes d'un musée. Le genre de découverte, dont rêvent tous les collectionneurs. À minuit, j'avais pris une décision. Il fallait que je les fasse authentifier, et estimer, par des professionnels. Et je savais exactement par où commencer. Il y avait une maison de vente aux enchères d'élite à New York, Adams & Burns. Spécialisée dans les pièces rares. J'ai rédigé un email, joint des photos haute résolution de 4 des pièces. Et expliqué comment je les avais trouvées. Je n'ai pas parlé du divorce, ni de la perte de mon emploi. Il ne s'agissait que des pièces, de rien d'autre. J'ai cliqué sur envoyer, et je me suis adossé à ma chaise. Quoi qu'il arrive par la suite, j'avais au moins ceci. Une découverte qui était entièrement la mienne, que Jen ne pouvait ni toucher, ni revendiquer. Ni s'approprier. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai souri. La réponse d'Adams & Burns est arrivée plus vite que je ne l'espérais. Le lundi matin, 3 jours après l'envoi de mon email, mon téléphone a sonné. Affichant un indicatif régional de New York. Monsieur Harrison, c'est Léo Adams. De la maison de vente aux enchères Adams & Burns. J'ai bien reçu votre email. Concernant les grands cents. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Oui, monsieur. Je vous remercie de votre appel. Je dois vous dire, monsieur Harrison, que si vos photographies sont exactes, ce que vous avez trouvé est tout à fait extraordinaire. À lui seul. Le chêne 100 de 1793 est une pièce de qualité muséale. Nous aimerions beaucoup examiner ces pièces en personne. Nous avons discuté pendant 20 minutes, des procédures d'authentification.
de la documentation sur la provenance, et des délais potentiels pour une vente aux enchères. Léo a suggéré que j'apporte 4 des meilleurs spécimens à New York. Pour une évaluation préliminaire. Il a également mentionné autre chose. Monsieur Harrison, compte tenu de la valeur dont nous discutons, vous devriez peut-être envisager de créer un compte offshore pour les bénéfices. Nous travaillons avec plusieurs cabinets réputés, spécialisés dans la protection des actifs, pour les ventes de grande valeur. Des comptes offshore. La protection des actifs. C'étaient des termes dont je n'aurais jamais pensé qu'ils s'appliqueraient à ma vie. Mais j'étais là, gérant de pharmacie fraîchement chômeur, en train de discuter de banque internationale, comme si c'était normal. J'apprécierais tous les conseils que vous pourriez m'offrir, ai-je répondu. Excellent. Quand pouvez-vous venir à New York? 2 jours plus tard, j'étais dans un vol pour JFK. Les 4 meilleures pièces étaient sécurisées, dans une mallette verrouillée de mon bagage cabine. Je ne m'étais jamais senti aussi peu à ma place. Un gars d'une petite ville, se rendant à Manhattan, pour vendre potentiellement des pièces valant une fortune. Adams & Burns occupait 3 étages d'un immeuble, dans le quartier de Midtown. Le hall n'était que marbre et laiton. Le genre d'endroit où même la réceptionniste avait l'air de sortir d'un magazine de mode. J'ai donné mon nom, et en quelques minutes, Léo Adams est apparu. La cinquantaine, impeccablement vêtu, avec ce genre de confiance qui vient de la gestion régulière de transactions à $1 million. Monsieur Harrison, bienvenue. Il m'a serré la main fermement. Je vous en prie, venez avec moi. Son bureau donnait sur la 5e avenue. Il a examiné chaque pièce avec une loupe de bijoutier, prenant parfois des notes. Son expression devenant de plus en plus animée à chaque spécimen. Remarquable, murmura-t-il. L'état de conservation est exceptionnel. Monsieur Harrison. Ce sont d'authentiques spécimens de musée. La pièce à chaîne, à elle seule, pourrait atteindre plus de 4 cents, $000 aux enchères, voire plus, compte tenu de son état. Ce chiffre m'a donné le vertige. 4 cents,000 $ pour une seule pièce, et j'en avais 11 autres. Si vous êtes prêt à consigner les 12 pièces, a poursuivi Léo, nous envisageons une valeur totale de l'ordre de 3,0 à 5,0 millions. Selon l'activité des enchérisseurs. 3,0 à 5,0 millions. Je n'arrivais pas à l'assimiler. Hier encore, je m'inquiétais de payer mon hypothèque. Maintenant, je discutais de millions. Cependant, a dit Léo en sortant un dossier. Je voudrais vous proposer quelque chose de spécifique. Vous avez mentionné que vous les aviez trouvés dans la forêt nationale de Pisgah, sur des terres gérées par un fonds de conservation. J'ai hoché la tête. Que diriez-vous si, dans le cadre de cette transaction, Adams & Burns achetait une parcelle de terrain, adjacente à l'endroit de votre découverte, pour en faire don au fond? Cela améliorerait l'histoire de la provenance, démontrerait une bonne gestion environnementale, et nous apporterait des avantages fiscaux importants. De quelle superficie de terrain parlons-nous? Il y a une parcelle de 40 acres, actuellement en vente pour 60 000 $. Nous nous chargerions de l'achat et du don, en déduisant la somme de vos bénéfices. Et tout le monde y gagne. Cela semblait presque trop beau. J'avais trouvé un trésor sur un domaine public, et maintenant, je pouvais contribuer à en préserver davantage. Ça me plairait. Parfait. Léo s'est levé et m'a tendu la main. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un d'autre. Mon associé possède une certaine expertise en matière de gestion internationale de patrimoine, qui pourrait vous être précieuse. Il m'a conduit au bout du couloir, vers un autre bureau. La femme qui s'est levée pour m'accueillir, était frappante. Fin de la trentaine, cheveux bruns, tailleur chic, et un regard qui laissait entendre que rien ne lui échappait. Monsieur Harrison, voici Victoria Lynch, mon associé en affaires. Léo a fait les présentations avec fluidité. Appelez-moi Vicky,
je vous en prie, a-t-elle dit, avec une poignée de main ferme. Léo me dit que vous avez fait toute une découverte. Nous avons discuté pendant 1 heure, des comptes offshore, des implications fiscales. Et de la protection du patrimoine. Vicky était éloquente et directe, m'expliquant des concepts financiers complexes. D'une manière que je pouvais comprendre. Elle m'a suggéré les îles Caïmans, pour ouvrir un compte offshore. Et a proposé de faciliter les démarches, en personne. En fait, je m'y rends demain, pour des rendez-vous avec plusieurs clients, a-t-elle déclaré. Si cela vous intéresse. Vous pourriez vous joindre à moi. Nous nous occuperions de toute la paperasse. Nous établirions votre compte en bonne et due forme. Et vous seriez de retour chez vous d'ici ce week-end. C'était surréaliste. Hier, j'étais chômeur et divorcé. Et voilà qu'on m'invitait aux îles Caïmans, pour ouvrir un compte offshore. Destiné à recevoir des millions de dollars. J'accepte, ai-je répondu. Vicky a souri. Parfait. Je vais demander à mon assistante, de vous réserver le même vol. En première classe. Naturellement. En sortant des bureaux d'Adams & Burns, cet après-midi-là, j'ai eu l'impression d'avoir basculé. Dans la vie de quelqu'un d'autre. Butit-Wasmine. Entièrement. Et pour la première fois, depuis que Jen m'avait tendu ses papiers de divorce. J'avais le sentiment d'avoir le contrôle. Les îles Caïmans ressemblaient à une carte postale. Eau turquoise, plage de sable blanc, palmiers se balançant dans la brise chaude. Je n'avais jamais voyagé en première classe auparavant. Je n'avais jamais séjourné dans un complexe hôtelier en bord de mer, avec service d'étage. Et vue sur l'océan. Vicky a tout géré avec une efficacité déconcertante, depuis l'organisation du vol. Jusqu'aux réservations d'hôtels. Notre première réunion a eu lieu au Cayman International Trust, un bâtiment discret de Georgetown. Qui ne faisait pas étalage de sa présence. À l'intérieur, nous avons rencontré un banquier britannique, nommé Charles, qui nous a parlé. Sur un ton mesuré, de confidentialité, de diversification, et de préservation du patrimoine. Monsieur Harrison, ce que nous mettons en place ici, c'est un véhicule sécurisé pour vos actifs, m'a expliqué Charles. Les bénéfices de la vente de vos pièces seront déposés directement sur ce compte. À l'abri des regards indiscrets, tout en restant parfaitement légaux et transparents. J'ai signé des documents que je comprenais à peine, m'en remettant à l'expertise de Vicky. Alors qu'elle me guidait à travers chaque page. À la fin de la journée, j'avais un compte offshore, un conseiller financier. Et un étrange sentiment d'irréalité, face à toute cette situation. Ce soir-là, Vicky m'a invité à dîner, dans un restaurant surplombant le port. Le coucher de soleil peignait le ciel, dans des tons d'orange et de rose. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti me détendre. Vous gérez ça remarquablement bien, a remarqué Vicky, en sirotant son vin. La plupart des gens, dans votre situation, seraient complètement dépassés. Et qui vous dit que je ne suis pas dépassé, ai-je demandé, en parvenant à sourire. Elle a ri. C'est un point juste, mais vous ne le montrez pas. C'est une qualité précieuse. Dans le monde des affaires. Pendant le dîner, nous avons parlé de bien d'autres choses que de finances. Je lui ai parlé du divorce, de la perte de mon emploi, du sentiment que ma vie entière avait été démantelée en l'espace de quelques semaines. Elle a écouté sans me juger, posant parfois des questions qui me poussaient à réfléchir plus en profondeur, à ce que je voulais pour la suite. Vous savez ce que je trouve intéressant chez vous, Dan, m'a-t-elle dit à la fin du repas. La plupart des gens se définissent par les circonstances qu'ils subissent. Mais vous ne faites pas ça. Vous allez de l'avant, vous prenez des décisions. Vous prenez le contrôle. C'est rare. Je n'ai pas l'impression d'avoir le contrôle, ai-je admis. J'ai l'impression d'improviser, au fur et à mesure. C'est exactement à ça que ressemble le contrôle, a-t-elle affirmé. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'être prêt à les trouver. Le lendemain, nous avons eu d'autres réunions,
encore de la paperasse. Davantage de planification financière. Mais, entre deux rendez-vous d'affaires, Vicky m'a fait visiter l'île. Des plages cachées, des restaurants locaux, des endroits que les touristes ne trouvaient jamais. Nous avons parlé de tout, et de rien. Et je me suis rendu compte que j'appréciais sa compagnie d'une manière qui n'avait absolument rien à voir avec les affaires. Lors de notre dernière soirée, nous nous sommes assis sur la plage, devant l'hôtel, à regarder les vagues s'échouer. L'air était chaud et salé, et je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. « Qu'est-ce que vous allez faire, une fois rentré ?» a demandé Vicky. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Vendre la maison. Probablement essayer de comprendre ce qui m'attend ensuite. Vous pourriez rester à New York un moment, a-t-elle suggéré, avec désinvolture. J'ai une chambre d'amis, dans mon appartement. Cela vous donnerait le temps de réfléchir à la suite, sans avoir la pression de retourner à Greenville pour affronter les commérages de la ville. Je l'ai regardé, surpris. C'est généreux. C'est pratique, a-t-elle répondu, avec un léger sourire. Vous allez de toute façon devoir être à New York pour les préparatifs de la vente aux enchères. Et je pense que vous constaterez qu'une grande ville offre une perspective que l'on ne trouve pas dans une petite bourgade. Elle avait raison. Retourner à Greenville signifiait affronter Jen, affronter les rumeurs, affronter les ruines de mon ancienne vie. New York, c'était le champ des possibles, une page blanche, une chance de devenir quelqu'un d'autre qu'un simple type dont la femme l'avait trompé. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Mais au fond, je connaissais déjà ma réponse. J'ai accepté l'offre de Vicky, de m'installer à New York. De retour à Greenville, j'ai mis la maison sur le marché, emballé ce dont j'avais besoin. Et fait entreposer tout le reste. L'agent immobilier, qui, fort heureusement, ne connaissait pas Jen, m'a assuré que le marché était dynamique, et a prédit une vente rapide. Déménager à Manhattan, c'était comme entrer dans un autre univers. L'appartement de Vicky se trouvait dans l'Upper West Side, un vaste 2 pièces, avec des baies vitrées donnant sur Central Park. La chambre d'amis qu'elle m'avait proposée était plus grande que ma propre chambre, chez moi. Mettez-vous à l'aise, m'a-t-elle dit, en m'aidant à porter mes bagages. Considérez cet endroit comme votre base, le temps de vous organiser. Les préparatifs de la vente aux enchères m'ont tenu occupé. J'ai passé des journées entières, chez Adams & Burns, à travailler avec leurs spécialistes sur la documentation, la recherche de provenance, et les descriptions pour le catalogue. Les pièces ont été authentifiées par 3 experts indépendants, qui ont tous confirmé les dires de Léo. Il s'agissait de spécimens de qualité muséale, valant des millions. Mais c'est lors d'un banal appel de vérification que tout a commencé à se compliquer. J'étais dans le bureau de Léo, lorsque son assistant a apporté un rapport de leur équipe juridique. L'expression de Léo s'est assombrie, au fur et à mesure qu'il le lisait. « Nous avons un problème », a-t-il dit en levant les yeux vers moi. « Les pièces que vous avez trouvées. Elles correspondent aux descriptions d'un vol non élucidé, survenu dans un musée en 1987. Le musée de Charleston a signalé le vol de 12 grands sangs de leur collection, il y a 38 ans. Mon estomac s'est noué. C'est impossible. Je les ai trouvés enterrés dans la forêt. Je vous crois, s'est empressé de répondre Léo. Mais nous devons nous préparer à ce que la situation devienne complexe. Le musée va probablement déposer une réclamation. Il faudra prouver que votre découverte est légitime, et n'a aucun lien avec le vol initial. Quelques jours plus tard, des agents du FBI m'ont interrogé. J'ai tout expliqué, ma passion pour le géocaching, le signal du détecteur de métaux, l'emplacement exact de ma trouvaille. Ils étaient professionnels, mais pointilleux, me traitant clairement comme une personne d'intérêt, plutôt que comme un simple suspect. Monsieur Harrison, nous ne vous accusons pas de vol, a déclaré l'agent Fletcher. Lors de notre 3e entretien,
mais nous devons établir une chaîne de possession claire. Et déterminer comment des biens volés à un musée ont atterri à l'endroit où vous les avez trouvés. Le stress était écrasant. Ce qui semblait être une découverte miraculeuse, s'était transformé en cauchemar juridique. Les pièces ont été saisies comme preuve, le temps que l'enquête suive son cours. Mon compte offshore restait vide, et soudain, je me retrouvais de nouveau au chômage, sans revenus, et avec des frais d'avocat qui s'accumulaient. Vicky m'a soutenu tout au long de cette épreuve, me mettant en contact avec un avocat pénaliste, et m'aidant à naviguer dans ces méandres complexes. Mais la situation a pris une nouvelle tournure. Lorsque le FBI a retrouvé la trace des véritables voleurs. Ils étaient aujourd'hui septuagénaires. Un ancien agent de sécurité du musée, nommé Harold Brigg, et son complice. Harold souffrait d'un cancer du pancréas, et avait décidé de passer aux aveux avant de mourir. Il a admis avoir volé les pièces, mais a affirmé les avoir enterrées dans la forêt nationale de Pisgah, des décennies plus tôt, avec l'intention de les récupérer. Une fois que l'enquête se serait tassée. Il n'y était jamais retourné. Je ne savais plus exactement où, a déclaré Harold aux enquêteurs. Juste quelque part, près de ces vieilles ruines en pierre. Quand je suis tombé malade. Je me suis dit, qu'elle resterait enterrée pour toujours. Ces aveux m'ont innocenté de tout acte répréhensible, mais ils ont créé de nouvelles complications. Le musée de Charleston voulait récupérer les pièces. Mes avocats ont fait valoir, qu'en tant que découvreur sur un domaine public, j'avais des droits sur elles. La bataille juridique s'est éternisée pendant des semaines. Pendant ce temps, la vie à New York suivait son cours. J'ai commencé à explorer la ville, faisant de longues promenades. Dans des quartiers où je n'aurais jamais imaginé vivre. Vicky et moi avons pris un rythme naturel, et facile. Le café le matin, des dîners ensemble quand nos emplois du temps le permettaient. De longues conversations sur tout, de l'art à la politique. Un soir, environ 6 semaines après mon emménagement, nous buvions du vin sur notre balcon. Avec vue sur le parc. Les lumières de la ville s'étendaient à l'infini, et je me sentais à la fois submergé et étrangement en paix. « Comment tenez-vous le coup ?» m'a demandé Vicky. Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce qui, je pensais, allait résoudre mes problèmes, n'a fait qu'en créer d'autres. Elle a eu un sourire compatissant. Bienvenue dans la vraie vie. Elle est chaotique, compliquée. Et rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Ce n'est pas très encourageant. Ce n'est pas censé être encourageant. C'est censé être réaliste. Elle s'est tournée pour me faire face directement. Mais voici ce que j'ai remarqué chez vous. Dan. Vous continuez toujours à avancer. Le divorce ne vous a pas arrêté. Perdre votre emploi ne vous a pas arrêté. Même ce pétrin juridique ne vous arrête pas. Cette résilience? C'est une chose rare. Je voulais la croire, mais surtout, je me sentais fatigué. Les pièces qui devaient tout changer, étaient enfermées dans une salle des pièces à conviction. Mon mariage était officiellement dissous. Les papiers définitifs étaient arrivés la semaine dernière. Et je vivais dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Essayant de découvrir qui je devais être maintenant. Mais j'étais toujours debout. Cela devait bien compter pour quelque chose. La résolution juridique est tombée début juillet. Près de 2 mois après que le FBI eut saisi les pièces. Après de longues négociations, entre mes avocats, le musée de Charleston et les procureurs fédéraux, un accord a été conclu. Le musée récupérerait 8 des 12 pièces, en me dédommageant à la juste valeur marchande. Au titre de mes honoraires de découvreur, soit environ 2 millions de dollars. Les 4 pièces restantes, dont le musée a admis ne pas pouvoir prouver définitivement qu'elles faisaient partie du vol initial, m'appartiendraient pour être vendues, via Adams & Burns. Ce n'était pas l'aubaine que j'avais imaginée au départ, mais c'était tout de même une somme capable de changer une vie. Plus important encore, le nuage judiciaire s'était dissipé. Je n'étais ni un criminel, ni un suspect. J'étais juste un homme, qui avait trouvé quelque chose de précieux.
Et s'était retrouvé pris au piège, dans le crime d'un autre, vieux de plusieurs décennies. La vente aux enchères de mes 4 pièces a été programmée pour la fin du mois d'août. Léo estimait qu'elle rapporterait 1 million supplémentaire, peut-être plus. Selon l'engouement des enchères. Entre l'accord avec le musée et le produit de la vente, j'aurais assez d'argent pour bâtir la vie que je voulais désormais. Mais d'abord, je devais régler mes affaires à Greenville. Ma maison s'était vendue rapidement, et je devais y retourner, pour finaliser la transaction. Et vider le reste de mes affaires. J'avais évité ce moment, mais il ne pouvait plus être reporté. Vicky a proposé de m'accompagner, pour me soutenir moralement, mais j'ai refusé. C'était une chose, que je devais affronter seul. Greenville me semblait à la fois familière, et étrangère. En arrivant en voiture, la pharmacie où j'avais travaillé, semblait la même. Le café où Jen et moi avions l'habitude de nous retrouver, était toujours là. Mais je me sentais déconnecté de tout cela, comme si je visitais la vie de quelqu'un d'autre. La signature s'est déroulée sans accroc. Les nouveaux propriétaires semblaient sympathiques, un jeune couple avec un bébé. Plein d'espoir quant à leur avenir dans cette maison. Je me suis demandé, s'ils y seraient plus heureux que Jen et moi ne l'avions été. Plus tard, je suis passé en voiture devant la pharmacie Sullivan. À travers la vitrine, j'ai aperçu Jerry, derrière le comptoir, en train de servir un client. Sur une impulsion, je me suis garé et je suis entré. Jerry a levé les yeux, et un large sourire a illuminé son visage. « Dan. J'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville. » Nous avons pris un café dans la boutique d'à côté, et Jerry m'a raconté tout ce que j'avais manqué. Martin Sullivan avait pris sa retraite, vendant la pharmacie à une chaîne régionale. Jerry était désormais directeur adjoint, sous la nouvelle direction. Devant jongler avec des politiques d'entreprise, qu'il détestait. « J'aurais dû partir avec vous, » m'a confié Jerry. « Cet endroit n'est plus le même. » « Et comment le moulin à rumeurs traite-t-il mon départ ?» Jerry a grimacé. Honnêtement, c'était assez dur au début. Jen s'est assurée que tout le monde entende sa version. Que vous étiez négligent, qu'elle se sentait abandonnée. Que Kyle était celui qui lui prêtait enfin de l'attention. Mais ensuite, les projets immobiliers de Kyle ont commencé à s'effondrer. Et les gens se sont mis à remettre en question son jugement. S'effondrer ? Comment ça ? Il s'avère que la plupart de ses projets étaient surendettés. Il fait face à de multiples poursuites. De la part d'investisseurs. Le bruit court qu'il pourrait déclarer faillite. Jerry s'est penché en avant. Et entre vous et moi, Jen n'a plus l'air si heureuse. Je l'ai croisée à l'épicerie la semaine dernière. Elle avait l'air stressée. Et fatiguée. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, en entendant cela, mais au fond, je n'ai rien ressenti. Les choix de Jen, et leurs conséquences, n'étaient plus mon problème. Ce soir-là, il me restait une dernière affaire à régler. Jen m'avait envoyé un texto, pour me demander de la rencontrer, disant qu'elle voulait parler. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la retrouver, dans un café du centre-ville. Elle était déjà là à mon arrivée, assise à une table dans le coin. Elle avait l'air différente, plus maigre, plus dure d'une certaine façon. La femme pleine de confiance, qui m'avait tendu les papiers du divorce 3 mois plus tôt, avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait dans l'incertitude. « Dan, merci d'avoir accepté de me voir », a-t-elle dit, au moment où je m'asseyais. « Qu'est-ce que tu veux, Jen ?» Elle a fait tourner sa tasse de café, entre ses mains. « J'ai entendu des choses. Sur le fait que tu as trouvé des pièces de valeur. Sur ton déménagement à New York. Est-ce que c'est vrai ? » En partie. L'entreprise de Kyle est en train de s'effondrer. Tout ce qu'il m'avait promis concernant sa réussite. Concernant notre avenir ensemble. Tout était basé sur des prêts, qu'il ne peut pas rembourser. Sa voix a tremblé. J'ai fait une erreur, Dan. Une énorme erreur. Je pensais vouloir de l'excitation et de la passion. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de stabilité. Ce que nous avions.
Je l'ai fixé du regard, croyant à peine ce que j'entendais. Donc, maintenant que ton petit ami promoteur fait faillite, tu veux revenir? Je ne te demande pas de revenir. Je sais que j'ai ruiné cela. Mais peut-être que nous pourrions parler de réconciliation? Recommencer. Doucement. Son audace était stupéfiante. Elle avait détruit notre mariage, pour un homme qui faisait maintenant faillite. Et elle pensait pouvoir revenir, comme si de rien n'était. Non, Jen. Dan, je t'en prie. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais nous avons passé 23 ans ensemble. Ça doit bien signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose, ai-je répondu, en me levant. Au passé. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. Je suis sorti, la laissant assise là. En m'éloignant de ce café au volant de ma voiture, je me suis senti plus léger. Que je ne l'avais été depuis des mois. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait plus aucun regard en arrière. La vente aux enchères des pièces, à la fin du mois d'août, a dépassé toutes les attentes. Les enchères ont été féroces, avec des collectionneurs du monde entier qui s'affrontaient. Mes 4 pièces ont rapporté 4 millions de dollars, soit nettement plus que les estimations prudentes de Léo. En ajoutant l'accord conclu avec le musée, j'étais à la tête de 2,6 millions de dollars. Mais la véritable surprise est arrivée une semaine après la vente. Lorsque Léo m'a convoqué dans son bureau, avec une nouvelle inattendue. Dan. Notre équipe juridique a approfondi l'examen de votre dossier. Compte tenu des circonstances, le fait que vous soyez un découvreur innocent, que vous ayez pleinement coopéré avec les autorités, et que les pièces n'aient été récupérées, que grâce à votre découverte, il recommande au musée de Charleston de vous verser une prime de découvreur supplémentaire, au-delà de la compensation standard. De combien parlons-nous? De 3 cents, 000 dollars supplémentaires. Ils appellent cela un bonus de récupération. Pour éviter de créer un précédent, mais c'est essentiellement pour reconnaître que, sans vous, ces pièces seraient restées enterrées à jamais. 3 cents, 000 dollars de plus. J'ai signé les papiers, dans un état de stupeur. Avec près de 3,0 millions de dollars en poche, je pouvais me permettre de tout faire. Je pouvais voyager, créer une entreprise, investir, et vivre de mes rentes. Les possibilités étaient à la fois enivrantes et vertigineuses. Mais d'abord, j'avais encore une affaire à régler, à Greenville. J'avais repensé au fonds foncier, qui gérait la forêt nationale de Pisgah. Là où j'avais trouvé les pièces. Adams & Burns avait déjà fait don de la parcelle de 40 acres, comme promis. Mais je voulais faire plus. J'ai contacté la directrice du fonds, Margaret Holloway, et organisé une rencontre. Monsieur Harrison, le don de terre d'Adams & Burns a été incroyablement généreux, a déclaré Margaret, lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau. Cela sécurise un corridor crucial, pour la migration de la faune. J'aimerais faire un don supplémentaire, lui ai-je dit. 5 cents, 000 dollars, sans affectation spécifique, pour soutenir votre travail de conservation. Margaret a écarquillé les yeux. C'est extraordinaire. En êtes-vous sûr? J'ai trouvé quelque chose de précieux, sur une terre que vous protégez. Cela me semble juste. Le don a fait la une des journaux, à Greenville. La presse locale a publié des articles sur le directeur de pharmacie devenu philanthrope. J'ai ignoré la majeure partie de cette attention, mais il y a un appel téléphonique auquel je n'ai pas pu échapper, celui de Jen. Dan, j'ai vu l'article, a-t-elle dit quand j'ai décroché. 5 cents, 000 dollars pour un fonds foncier? C'est de la folie. C'est mon argent, Jen. J'en fais ce que je veux. Nous aurions pu utiliser cet argent. Les frais de scolarité des garçons. Les garçons vont très bien, les jeux interrompus. J'ai mis en place un fonds en fiducie, pour chacun d'eux. Leurs études sont couvertes. Plus une somme substantielle. Pour le jour où ils obtiendront leur diplôme. Ils sont à l'abri du besoin.
Un silence. Puis, Kyle m'a quitté. Son entreprise a fait faillite. Je vis dans un appartement en location. Et je travaille à temps partiel dans une boutique. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la compassion, un sentiment de revanche, n'importe quoi. Mais je n'ai ressenti qu'un profond détachement. Je suis désolé de l'entendre. Vraiment? Parce qu'on dirait que tout va pour le mieux pour toi, pendant que ma vie s'effondre. Jen? Je ne suis pas responsable de l'effondrement de ta vie. Tu as fait des choix. Ils ont eu des conséquences. Alors c'est tout. Tu vas juste passer à autre chose, et m'abandonner derrière toi. Oui, ai-je dit simplement. C'est exactement ce que je vais faire. J'ai raccroché, et bloqué son numéro. Toute la culpabilité que j'avais pu porter, s'est évaporée. Jen avait choisi sa voie. J'avais choisi la mienne. Quelques jours plus tard, je prenais un café avec Vicky. Quand elle a mentionné quelque chose qui a attiré mon attention. Je dois vous avouer quelque chose, m'a-t-elle dit, l'air inhabituellement hésitante. Quand Léo et moi vous avons mis en contact avec notre cabinet, pour la première fois. J'ai fait quelques recherches de fond. J'ai découvert qui était Kyle Anderson. D'accord. Lui et moi étions partenaires d'affaires, il y a 5 ans. Il a détourné près de 2,0 millions de dollars de nos projets immobiliers communs. Et a détruit ma réputation professionnelle. Il m'a fallu des années pour me reconstruire. Elle a fait une pause. Quand j'ai compris que votre femme vous avait quitté pour lui, j'y ai vu une opportunité. Je l'ai dévisagé. Vous vous êtes servi de moi pour l'atteindre? Au début, oui. Je voulais suivre ses activités, trouver un moyen de faire pression. Peut-être. Mais ensuite, j'ai appris à vous connaître, et tout a changé. Vous n'étiez plus un simple moyen de parvenir à mes fins. Vous étiez vous. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je vous le dis, parce que vous méritez l'honnêteté. Si vous voulez que je sorte de votre vie, je comprendrai. Je me suis adossé, assimilant ces informations. Une partie de moi se sentait manipulée, mais une autre partie comprenait la situation. M'avez-vous aidé à cause de lui, ou parce que vous vouliez m'aider? Les deux, au début. Mais maintenant? C'est juste pour vous. Entièrement pour vous. Je l'ai cru. Plus important encore, je me fichais de ses motivations initiales. Elle avait été là quand j'avais besoin de quelqu'un, et son soutien avait été sincère. Peu importe comment tout cela avait commencé. Tout va bien, l'ai-je rassuré. Son soulagement était visible. Merci. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai acheté une Corvette Z06, bleu métallisé. Immaculée, le genre de voiture que je n'aurais jamais imaginé posséder. Ce n'était ni pratique, ni raisonnable. C'était un pur caprice, et c'était absolument parfait. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé de retour à Greenville. Pour les vacances d'automne de Léo et Noah. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant de grillade au centre-ville. Tous deux rentrés de Duc pour un long week-end. Il m'avait soutenu tout au long de ces épreuves, prenant régulièrement de mes nouvelles. Sans jamais me forcer à m'expliquer plus que je n'étais prêt à le faire. Papa, tu as l'air différent, a remarqué Léo, en attendant nos plats. Je ne parle pas de tes vêtements, ni de la voiture. Tu as juste l'air plus léger. D'une certaine manière. Je me sens plus léger, ai-je reconnu, comme si j'avais enfin compris qui j'étais. Sans me définir à travers les attentes des autres. Noah a souri. Et tu sors avec cette dame de la maison de vente, Vicky? Nous nous fréquentons, oui. Rien d'officiel, mais nous aimons passer du temps ensemble. C'est bien, a affirmé Léo, d'un ton ferme. Tu mérites d'être heureux. Nous avons parlé de leurs cours, de leurs projets après l'obtention de leur diplôme. De leur vie qui se déployait avec toutes les possibilités, que la mienne avait eues autrefois. Ils m'ont interrogé sur mes projets, et je leur ai dit que j'envisageais de créer une entreprise de conseil pour les petites pharmacies.
en utilisant mon expérience pour aider les propriétaires indépendants à naviguer dans ce secteur. C'est parfait pour toi, a dit Noah. Tu as toujours aimé aider les gens. Après le dîner, alors que nous nous dirigions vers nos voitures, Léo m'a arrêté. Papa, il faut que je te dise quelque chose. Ce que maman a fait. La façon dont elle t'a traité. C'était mal. Noah et moi lui avons à peine parlé. Depuis le divorce. Elle a fait son choix, et nous aussi. Vous n'avez pas à choisir un camp, lui ai-je dit. Elle reste votre mère. C'est vrai, a admis Léo. Mais tu es notre père, et tu nous as montré ce qu'est l'intégrité. C'est ce qui compte le plus. Sur le chemin du retour vers New York, au volant de ma Corvette, j'ai repensé au chemin parcouru. 1 an plus tôt, j'étais assis à la table de la cuisine, fixant des papiers de divorce. Persuadé que ma vie était finie. Maintenant, j'étais financièrement à l'abri, professionnellement indépendant. Et personnellement épanoui, d'une manière que je n'avais jamais connue pendant mon mariage. La semaine suivante, une occasion que je n'aurais jamais pu imaginer, des mois auparavant. S'est présentée. Jen m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas, me prenant au dépourvu. Dan, s'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-elle lancé précipitamment. J'ai besoin d'aide. Je suis en train de me faire expulser de mon appartement. Je n'ai nulle part. Où aller? Pourrais-tu me prêter? Non. Je t'en prie. Je suis désespéré. J'ai fait des erreurs. Mais nous avons passé 23 ans ensemble. Ça doit bien compter pour quelque chose. J'ai pris une respiration, choisissant mes mots avec soin. Ces 23 ans ont compté pour quelque chose. Jen. Ils m'ont appris ce que je ne veux pas dans ma vie. Tu as choisi Kyle. Plutôt que notre mariage. Tu as choisi l'excitation, au détriment de la stabilité. Maintenant. C'est à toi de vivre avec ces choix. Alors, tu vas juste me laisser à la rue? Tu ne vas pas te retrouver à la rue. Tu as de la famille. Tu as des amis. Tu as des options. C'est juste que je n'en fais plus partie. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement bloqué ce nouveau numéro. Vicky, qui préparait le dîner dans la cuisine, a levé les yeux, d'un air interrogateur. Jen? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, et elle s'est remise à cuisiner. Aucun jugement, aucun commentaire, juste de l'acceptation. C'était ce dont j'avais eu besoin, depuis le début. Quelqu'un qui comprenait, qu'aller de l'avant, signifiait parfois, laisser des gens derrière soi. Plus tard ce mois-là, j'ai ramené ma Corvette à Greenville, une toute dernière fois. Je suis passé devant la pharmacie Sullivan, devant la maison que j'avais vendue. Devant tous les points de repère de mon ancienne vie. Puis, je me suis garé près d'un café, et j'ai attendu. Jen est apparue 15 minutes plus tard, marchant avec quelqu'un. Que j'ai reconnu comme étant l'une de ses amies. Elle avait l'air fatiguée, et usée, portant des sacs de courses provenant de magasins discount. Quand elle a vu ma voiture, elle s'est arrêtée, le regard fixe. J'ai baissé la vitre. Bonjour, Jen. Elle s'est approchée lentement. Dan. C'est toute une voiture. En effet. Je vais bien. Les garçons vont bien. Tout s'est arrangé. Elle a regardé la Corvette, puis moi, et quelque chose a changé dans son expression. Une prise de conscience, peut-être. Ou du regret. Je suis heureuse que tu sois heureux. Je le suis. Sincèrement. J'ai sorti les papiers de divorce signés, de ma console centrale. J'en avais gardé une copie, exactement pour ce moment. Je veux te remercier, en fait, de m'avoir remis ça. Tu m'as libéré. Pour que je puisse devenir quelqu'un, que je n'aurais jamais pu être, pendant notre mariage. Je les lui ai tendus. Elle les a pris, les mains tremblantes. Alors, c'est quoi ton plan maintenant, ma jolie, ai-je demandé, en passant la première. Elle n'avait aucune réponse. Je me suis éloigné, la regardant rapetisser dans mon rétroviseur.
L'homme qui avait signé ces papiers, dans le désespoir, n'était plus. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus sage, et enfin, de véritablement libre. New York m'attendait, et avec elle, un avenir que je construirais. Entièrement selon mes propres termes.